C'est l'écrivain que nous recevons aujourd'hui, au-delà de l'ancien Premier ministre. Marie et Brice le présenteront mieux que moi. Il va nous parler de grandes figures qui ont incarné une vertu qui nous est chère, qui est le courage dans l'histoire et en politique, vertu dont il a toute légitimité pour parler. On connaît son parcours. Vous connaissez pour la plupart le déroulé de nos soirées. Pendant cette conversation éclairée, Marie et Brice vont interroger sur l'ouvrage Le courage guider leur pas, Manuel Valls. On aura l'opportunité de poser quelques questions dans la salle. Puis dans la foulée, on prendra un verre ensemble et comme vous l'avez vu, vous pouvez vous procurer l'ouvrage auprès de la librairie de la Main qui vous fait l'amitié d'être présent à chaque fois. Emmanuel Valls aura la gentillesse de dédicacer à qui voudra son ouvrage. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Brice et Marie. Je vous remercie encore une fois. Difficile de présenter Manuel Valls pour cette 13e séance de nos conversations éclairées. C'est la première fois que nous recevons un ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Mais en ce qui me concerne, pour une fois, je vais le mettre un peu en avant. Je veux dire que je suis extrêmement fier et ému d'être aujourd'hui aux côtés de Manuel Valls, parce que j'ai fait partie de la petite troupe des jeunes rocardiens dont il était l'animateur. Il nous avait emballés d'emblée. On avait compris que c'était l'homme qu'il nous fallait. Et ce que je voudrais maintenant, c'est qu'il nous explique pourquoi il s'identifie, parce qu'il y a évidemment un caractère autoportrait dans cette série de portraits, mais je vais laisser à Marie le soin de vous initier à ce livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, et encore une fois, pour ceux qui voudraient le lire, eh bien, il sera disponible sur la petite table que vous avez vue en sortant, comme toujours, dans nos conversations éclairées. À toi, Marie. Le courage guidait leurs pas, édité chez Taillandier, brosse le portrait de 12 personnalités issues de notre panthéon personnel, Monsieur le Premier ministre, 12 hommes et femmes qui ont su illustrer cette qualité dont les fabulistes et les moralistes ont coutume de dire qu'elle est si rare. En latin, on parle de virtus, vous le rappelez. Oui, bien sûr, le courage est une vertu, sans doute parce que le courage n'est pas une compétence qu'on acquérait à force d'exercice, et sans doute aussi parce que le courage n'est pas non plus une qualité innée, un don de naissance. On ne naît pas courageux, le courage est le contraire d'un déterminisme, il est une volonté, l'expression d'un choix sans retour en arrière possible. Il n'existe jamais en soi, il n'est pas un absolu, il se manifeste toujours par rapport à un contexte, en somme, il se révèle. Charles, Churchill, De Gaulle, Louise Michel, Willy Brandt, aussi Mandelstam, autant de destins que vous dessinés qui se sont révélés à des moments incertains de notre histoire. Tous ont fait surtout le choix de s'inscrire contre parfois le sens de l'histoire, de garder les yeux grands ouverts sur leur temps présent. Lucides, conscients de se sacrifier peut-être pour plus grand que soi, aux uns la nation, la République, la paix, aux autres la vérité, l'idée de justice, la liberté, qu'importe, toujours pour quelque chose qui les amenait au-delà d'eux-mêmes. Comme vous le rappelez si bien, le courage ne s'oppose pas à la peur, le courageux se laisse traverser par la peur, il exprime, mais il fait face. Être courageux, c'est être terrifié, mais ancré dans l'évidence que nous devons agir, que nous devons aller au-delà de notre confort. C'est aussi savoir tenir bon, car le courage est toujours une affaire de durée. C'est au moment où tout devient long, aride, c'est au moment où la bataille n'est plus bataille, mais qu'elle se fait combat, que l'on peut véritablement parler de courage et non d'audace. Un choix, un contexte, une durée, voilà, m'a-t-il semblé, les 3 éléments que l'on retrouve dans chacun des récits que vous nous rappelez. C'est un ouvrage écrit avec l'admiration sincère d'un homme politique qui ne prétend pas se mettre à hauteur de surhomme, mais qui souhaite nous rappeler qu'il nous revient de mener nos vies, peut-être sans gloire, mais du moins sans honte, heureux de n'avoir pas succombé à toute forme de lâcheté personnelle ou collective. Alors, Monsieur le Premier ministre, votre livre résonne évidemment tout particulièrement dans notre histoire présente. Si vous nous parlez de courage, c'est sans doute pour nous inciter à en faire preuve aujourd'hui. Notre société n'est, il est vrai, pas avare de faiblesse et de compromission.
Alors, je vais vous poser une question assez simple. Je laisserai sans doute à Brice le soin d'en poser de plus complexe, comme il a si bien l'habitude de le faire. Si vous ne deviez retenir qu'un seul événement ayant suscité l'écriture de ce livre, lequel souhaiteriez-vous évoquer? D'abord, merci pour cette invitation, merci pour vos mots. J'ai presque envie de me taire parce que après de telles présentations, j'ai peur de ne pas être à la hauteur du défi que vous posez par cette présentation. J'ai du mal à répondre à votre question. Je peux répondre peut-être avec une forme de facilité, même si elle n'explique pas véritablement l'écriture de ce livre. Quand j'étais en train de terminer le livre, d'une certaine manière, surgit la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et il est évident, même si je ne voulais pas traiter de personnes vivantes, je ne vais pas me fâcher avec les gens, et puis d'une certaine manière, toujours intéressant de parler de personnalités politiques, littéraires, après l'accomplissement de leur vie. On peut d'une certaine manière en extraire davantage leur complexité. Mais j'ai terminé le post-faste avec la personnalité de Volodymyr Zelensky parce qu'il résumait assez bien la complexité des personnages que je voulais traiter. C'est-à-dire, au fond, il y a toujours le courage d'une vertu, mais c'est un mystère d'abord, une forme d'instinct. Il faut parfois qu'il y ait un événement qui confirme ce courage. Si Churchill n'est pas Premier ministre en 1940, sa place dans l'histoire n'est pas la même pour des raisons évidentes. Et il y a quelque chose de churchillien chez Zelensky quand il refuse de partir comme lui propose l'administration américaine. Et les premiers gestes qui sont les siens, et le courage il s'adapte à la modernité, c'est de démontrer à ses compatriotes, mais au monde entier, grâce à un téléphone portable, qu'il est bien dans les rues de Kiev, puisque la propagande russe, qui trouve aussi ses relais chez nous, explique qu'il est déjà parti. Et ces mots, comme ceux de Churchill, de Gaulle, ça sera pour plus tard, parce que pas grand monde n'a entendu l'appel du 18 juin, mais ces mots électrisent son peuple. Certes, l'armée russe est peut-être moins forte que d'abord Poutine pensait, ce que certains croyaient dans le monde, mais ce sont ces mots qui fondent la résistance. Et puis il y a une dimension civilisationnelle, morale, puisque cet homme-là et son peuple se battent non seulement pour eux, pour défendre un territoire violé, mais se battent aussi pour nous, pour nos valeurs, pour l'Europe et pour la démocratie. Donc, il est, je le dis, moi je ne sais pas quel sera son destin, avant d'être président, ce Churchillien, ce personnage churchillien, il est en train de décevoir, difficile de combattre la corruption. Il est aussi un homme de cette nouvelle manière de faire la politique, hein. Bouscule, n'y voyez aucune allusion, il bouscule le système ancien. C'est un homme qui vient du cinéma, même si est une série télévisée, c'est un clown, c'est un amuseur. J'ai eu l'occasion de le voir interviewé en direct, parce que j'étais à Kiev en septembre 2018, avant son élection. Donc il avait déjà une pensée politique, mais d'un homme de cinéma, de télévision. Et donc, il bouscule les codes. Et puis quoi, à la fin, bon, et puis quoi d'autre? Et puis voilà, l'histoire, c'est ça. L'histoire s'invite. Et comme l'histoire s'invite, alors il rentre dans l'histoire. Comment ça va se terminer? Aucun d'entre nous ne le sait, mais il a déjà marqué l'histoire. Il y a un personnage assez central pour vous, fondamental même, qu'on retrouve tout au long de votre parcours. Vous citez bien souvent, c'est Georges Clemenceau. Je n'ose pas dire votre grand homme, mais tout de même, vous dites de lui qu'il ne s'est jamais trompé. Et ce qui m'a frappé dans votre livre, ce que j'ai trouvé vraiment saisissant, c'est que plus que ses combats, plus que son engagement anti-Dreyfusard, son anticolonialisme, évidemment la Première Guerre mondiale, vous évoquez ces larmes. D'ailleurs, votre chapitre s'intitule « L'arme du tigre ». Là, on est un peu à la rebours de l'image de l'homme viril, hein, qu'on imagine, guerrier, qui n'a peur de rien, et on voit que l'émotion peut submerger tout homme courageux.
Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode? D'abord, je le dis pour contredire mon ami Brice, que j'ai connu bien avant que je ne sois, moi, chef des jeunes rocardiens. C'était avant déjà. Non, ce livre n'est pas un autoportrait. Enfin, évidemment, c'est... Je le dis, je prends des personnages d'une telle dimension qu'ils nous écrasent d'une certaine manière par leur destin. Évidemment, je dis, on pourrait tronquer la phrase, que je rêvais d'être César, Alexandre, etc. Mais je dis aussi, quand j'étais adolescent, on rêve de ces hommes illustres, on les voit dans les livres d'histoire, on voit même des dessins pour illustrer leur parcours et leur prouesse. Je dis que Clémenceau ne s'est jamais trompé sur l'essentiel. Il lui arrivait de se tromper, évidemment, mais il ne s'est jamais trompé comme médecin des pauvres, comme maire de Montmartre au moment de la Commune, il soutient les républicains mais il désapprouve les exactions. C'est un homme qui a déjà une grande ouverture du monde, puisqu'il a passé 5 ans aux États-Unis. Patrick Veil a publié il y a 2 ans les articles qu'il a envoyés sur la société américaine qu'il découvre juste après la guerre de sécession. C'est l'homme en effet qui s'oppose à la thèse de Ferry pour justifier la colonisation parce qu'il y aurait des civilisations, des cultures inférieures. C'est évidemment l'homme de l'affaire Dreyfus. C'est l'homme aussi de la mêlée sociale. C'est un républicain qui a une conception sociale des choses. C'est l'homme qui ne se trompe pas sur l'art. C'est l'ami de Monet, il protège ses tableaux avec d'autres que des fous veulent détruire. C'est le premier vrai ministre de l'Intérieur, enfin il y a Fouché, enfin, on ne va pas le prendre comme exemple. C'est un grand ministre de l'Intérieur, c'est l'homme qui invente la PJ. Et puis, c'est l'homme qui, après avoir critiqué une partie dans un moment où la démocratie fonctionne, pendant la Première Guerre mondiale, même si le comité secret, il est au Sénat, il critique l'inaction ou le type d'action, et quand Poincaré, ils se détestent tous les deux, s'appelle, à ce moment-là, au moment où la France est en train de perdre la guerre, parce que l'Allemagne, qui n'a plus le front de l'Est après le traité qu'elle a signé avec les bolcheviks, rapatrie toutes ses troupes vers l'Ouest, les Américains ne sont pas encore arrivés, il mobilise par sa force. Il reprend le pouvoir par militaire, sur les militaires, il va dans les tranchées, il n'a pas besoin de téléphone portable, de réseaux sociaux, tout le monde le sait, il parcourt les tranchées, il rencontre d'ailleurs à ce moment-là Churchill, donc c'est des rencontres totalement incroyables, mais il reste profondément humain, et en effet, quand il apprend l'armistice, la signature et la fin de la guerre, à ce moment-là, il pleure. Il pleure parce que vous imaginez la tension qui a été la sienne, depuis la fin de l'année 1917, il fait des choix importants, il ne veut pas poursuivre la guerre, il ne veut pas aller poursuivre les Allemands dans leur pays, il considère que ça y est, il faut arrêter la guerre. Donc il y a une part d'émotion, et chez lui il y a beaucoup d'émotions dans le rapport avec Monet, dans les écrits qui sont les siens, jusqu'à la mort de son ami peintre. C'est grâce à lui qu'il y a l'orangerie dans laquelle on peut voir cette œuvre incroyable que sont les nymphéas. C'est un homme qui aime les femmes, énormément, ça me le rend très sympathique. Et puis, il est enterré aux côtés de son père en Vendée, dans une tombe d'une simplicité absolue. Au fond, chez tous ces hommes et ces femmes, il y a de l'humanité, il n'y a pas de surhomme. La thèse du surhomme est évidemment dangereuse, mais il y a des hommes, des femmes qui ont une âme profonde, et c'est pour cela que, pour beaucoup d'entre eux, ils réussissent à aussi atteindre cette vertu qu'est le courage. Alors lui, c'est un autre type de courage. Sa vie s'est mis en danger, c'est un homme qui aime les duels, par exemple. Je vais faire un chapitre là-dessus pour inciter les uns et les autres, après une séance tumultueuse à l'Assemblée nationale, à prendre l'épée, à provoquer l'autre. Mais il influe le courage au peuple. Il y a aussi cette étincelle qu'on arrive à transmettre aux autres. Bon, je retire le portrait en creux et disons que je vais me limiter à l'idée que ce sont du modèle et d'inspiration personnelle. Est-ce que ça vous va mieux? Bon,
Reste que derrière cette galerie de portraits, vous n'agissez pas uniquement en écrivain ou en portraitiste. À chaque fois, vous expliquez en quoi, personnellement, ce personnage-là vous a troublé, à quel moment de votre vie, et quel rôle il a joué dans votre propre, disons, formation intellectuelle et politique. Et ce qui est très frappant, c'est que tous ces personnages ont tous quelque chose en commun. Ils regardent la vérité en face, ils ne mentent pas, ils ne truquent pas pour les besoins de leur cause. Ils croient à la force du verbe. Tous, vous faites un parallèle. J'avais jamais réalisé que le fameux discours de Churchill sur du sang et des larmes et celui de De Gaulle sur le fait que la France a perdu une victoire, mais elle a perdu une bataille, mais la guerre n'est pas finie, coïncident quasiment dans le temps, un mois près. Ils sont lucides, ce qui leur permet de ne jamais céder au vertige du manichéisme militant. Et ça, c'est votre portrait de ce que vous dites de la guerre d'Espagne. C'est très frappant. Quelqu'un comme vous qui a cette double orientation franco-espagnole, vous n'avez pas la position habituelle qui concerne la position manichéenne. Vous dites qu'il y a eu des fautes commises des deux côtés. Évidemment, les crimes des franquistes sont bien plus flagrants que ceux des républicains, mais enfin, il y a les communistes qui ont aussi assassiné pas mal de gens du côté du POUM. Et je regrette que vous n'ayez pas fait Orwell, ça m'aurait intéressé un Orwell de votre plume. Mais là où je voulais en venir, c'est que dans la courte introduction que vous faites, où vous résumez un peu vos propres positions, vous mentionnez un certain nombre de perdants magnifiques. Vous parlez de Charles Quint qui vous a inspiré parce que vous avez été sur les traces de son dernier séjour sur Terre quand il a renoncé au pouvoir. Et vous mentionnez Begin et Sadat, tous les deux on peut considérer des perdants magnifiques. Pourquoi vous avez écarté ces perdants magnifiques au profit de gens qui finalement sont tous des politiques victorieux, quelque part, comme De Gaulle et Churchill finalement? Bien sûr. Alors, nous sommes tous, quand il s'agit de ramasser en quelques pages, des centaines ou des dizaines, l'itinéraire d'une personnalité, politique ou intellectuelle, nous sommes tous inspirés, pas seulement, on pourrait penser à Echinoz ou à André Mauroy, mais nous sommes évidemment tous inspirés, en tout cas pour ma part, par Stéphane Zweig, parce qu'il va à l'essentiel. Ce ne sont pas des grandes biographies, il va chercher l'âme, pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, il peut, à tout jamais, les habiller pour l'éternité. C'est le cas de Fouché, qui est sans doute un personnage un peu plus complexe que ce qu'il apparaît, mais Fouché est vraiment, c'est le début d'une pensée totalitaire au sein de la terreur. Au sein de la Révolution d'abord, et ensuite dans la terreur. Mais Zweig fait des portraits de perdants. C'est le cas d'Erasme, d'une certaine manière. C'est le cas de Cicéron, qui est une biographie moins connue. Et c'est le cas de Castillon, que je prends, voilà, et on en parlera peut-être, mais qui est pour moi la vraie découverte. Donc, et je commence par Charb, je n'ai pas besoin de présenter, et ensuite Castillon, qui est un théologien protestant, d'abord proche de Calvin, et qu'il combat, je continue parce que l'histoire est incroyable, qu'il combat à Genève, à partir, pour des raisons théologiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais surtout au moment où Calvin décide de mettre à mort un hérétique poursuivi par les catholiques et par les protestants, qui met en cause la théorie de la Sainte Trinité, et c'est Servet. Servet, Michel, est un Espagnol, en plus, un Aragonais, un médecin, très intelligent, que Calvin fait mettre à mort, fait brûler avec son livre. Et chez Zweig, il y a une rencontre entre Calvin et Servet incroyable, où Calvin veut lui demander à Servet, mais demande pardon, abjure, et l'autre non. Et pour Castillon, c'est une rupture fondamentale, et c'est là où il dit « tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». Il écrit ça à la fin du XVIe siècle. C'est incroyable, c'est d'une modernité. Et vous avez dit quelque chose de très juste, il écrit « La plupart des hommes pensent qu'il faut suivre la multitude, les amis de la vérité obéissent à la vérité ». C'est des phrases que Charles ou d'autres, ou Camus, auraient pu écrire. Donc, je prends quand même
c'est perdant. Alors, chez Zweig, il y a un autoportrait permanent. Chez Erasme Castillon, c'est l'un des derniers livres qu'il écrit, je crois qu'il est même publié après sa mort. Donc, quand je prends aussi Mandelstam, cet immense poète russe, on peut prendre la liste, j'ai proposé à Talandier d'ouvrir une collection, mais aussi Mandelstam, lui, est un vrai poète, un homme d'une très grande sensibilité. Ce n'est pas un poète politique, mais parce qu'il ne supporte pas ce qui est en train de se passer en URSS, sous Staline, il écrit un poème terrible contre Staline, qu'il ne publie pas. Le seul fait de le faire lire à des amis met en danger ses propres amis, à commencer par Pasternak. Pasternak, il est arrêté, envoyé au goulag, grâce à Pasternak, il ressort, et puis il finit de nouveau dans le goulag, dans un camp où il meurt. Et sa femme apprend par cœur tous les poèmes. Et grâce à sa femme, il vivra jusque dans les années 70, ces poèmes ont été préservés. Ces poèmes sont d'une beauté, je vais dire russe, magnifique, où il parle de la nature, de l'amour, de l'Arménie, tout simplement de la Russie. C'est un perdant. Mais comme Castillon, ils sont perdants à un moment. Mais à la fin, l'histoire leur donne raison. Alors, j'ai fait une liste, j'ai failli enlever dans l'introduction cette liste, je commençais à apprendre des gens, que Simone Veil, Juliette de Gaulle, Rabin, le colonel Bertram, Samuel Paty, la liste ne s'arrête pas. Donc j'ai pris mon panthéon, j'ai fait des choix douloureux, j'ai pris des Européens, parce que j'ai voulu défendre la culture et la civilisation européenne, et parce que, comme je suis un malin, le livre va être traduit en espagnol cet automne, il va être publié cet automne, et là, j'ai pu mettre deux destins. L'un, c'est les héros de la démocratie espagnole, c'est-à-dire les gens qui, autour du roi d'Espagne, l'ancien roi Juan Carlos, ont réussi la transition espagnole dans des conditions extraordinaires, à commencer par Adolfo Suárez, mais aussi Carrillo, le communiste, et aussi le militaire Gutiérrez Mellado, qui sont les trois héros du livre de Javier Cercas, qui s'appelle L'anatomie d'un instant. Et donc à partir de là, je brode. Et j'ai pris Charles Quint, qui est, avec Clémenceau, histoire d'être totalement contradictoire, mon héros. Pourquoi? Parce que c'est celui de la grandeur. Donc vous êtes l'empereur qui règne sur le monde, là où le soleil ne se couche jamais. Pour des raisons très particulières, il décide, c'est pour ça que je cite dans l'introduction, d'abdiquer, de se retirer, et il se retire dans un petit monastère à Yuste, et à la fin, les derniers mois, qui en plus ont été écrits minute par minute, parce que les gens écrivaient beaucoup, sont incroyables de piété, de rapport aux autres. Voilà, donc ça m'a énormément inspiré, et je viens de terminer le chapitre, mais pour l'édition espagnole, si le livre marche, je demanderai à Talandier de l'introduire, parce que j'ai un vrai regret de ne pas avoir mis Charles Quint pour que ce soit définitivement exclu de la gauche pour amour d'un roi très chrétien. Mais lui aussi, parce qu'il est coincé, le pauvre, il se retrouve dans ce siècle de Castillon et de Calvin, de Luther, le livre de Zweig sur Erasme qui n'est pas très courageux par ailleurs, mais montre la violence de ce qui est en train de se passer. Le christianisme est en train de se briser. Donc c'est un siècle qui est très à un moment, il y a la Renaissance aussi, mais c'est un siècle tout à fait fabuleux. Je me suis égaré à travers votre question, mais non, je ne prends pas que des gagnants, je prends aussi des perdants de l'histoire, mais qui comptent. Camus, d'une certaine manière, combien il nous manque, je veux dire, on se dit s'il n'y avait pas eu cet accident, et si il aurait vécu 30 ou 40 ans de plus, vous vous rendez compte de ce qu'il aurait pu écrire. Mais à l'époque, il est écarté, il est blâmé, c'est Sartre qui a raison. Hein. Et pourtant, Camus est plus que jamais d'une très grande modernité. Je prends le Camus de la guerre d'Algérie, qui est profondément déchiré. Hein, par ses convictions de gauche et de l'autre côté, ne supportant pas le terrorisme. Le fil conducteur aussi du livre, c'est tout ce qui va contre le fanatisme. Et c'est un éloge, si je puis dire, c'est pour ça que Charles est très important, de la liberté de conscience. Justement, sur Charles, j'ai été frappée par une opposition que vous mettez en exergue entre lui et vous, pour autant
évidemment, vous ne pouvez que souligner votre admiration profonde pour ces combats. Vous évoquez le terme de racisme qu'il présente pour expliquer à quel point il est contre l'utilisation du terme d'islamophobie. Il ne va pas utiliser un terme construit pour finalement dédier à une communauté donnée, pour finalement ne faire que parler que d'une chose, si tant est que ce soit le cas, à savoir le racisme. Et pour autant, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec lui, puisque vous expliquez qu'il vous tient à cœur de maintenir le terme d'antisémitisme, à savoir qu'il faut qu'il y ait un terme spécifique pour évoquer la haine des Juifs. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus pourquoi cette différenciation, ces mots différents sont importants entre racisme et antisémitisme? Je n'ai pas trop du charme. C'est un totalement très différent de moi, enfin, c'est pas le seul et vice-versa. Communiste plutôt, enfin, c'était sa pensée, et puis il me caricaturait comme bien d'autres. Donc si la vie politique, si sa vie n'avait pas été interrompue, et si la vie politique avait continué, incontestablement il m'aurait croqué d'une manière ou d'une autre, et tant mieux. Hein, c'était son rôle. Mais c'est vrai, alors que je connaissais d'autres de ses compagnons, d'autres de ses camarades qui ont été tués dans cette salle de rédaction de Charlie. Mais le personnage me fascine par sa jeunesse, par son courage, par le livre posthume qu'il laisse, cette fameuse lettre que vous citiez il y a un instant, et parce qu'il apporte tous les arguments contre cette notion inventée pour qu'on ne puisse pas critiquer une religion, l'islam, et pour qu'on ne puisse pas critiquer l'islam politique ou l'islamisme. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a une césure qui se crée progressivement, à partir des années 90, au sein de la gauche, sur ces conceptions-là. On va peut-être le développer, mais je ne fais que le citer parce que ça me paraît fondamental. Et précisément, avec Val, avec Charles, et après, avec Gris, Charlie incarne évidemment la liberté de conscience, la liberté des journalistes, des dessinateurs, et devient synonyme de liberté. Et sans être caricatural, on se divise entre je suis Charlie et je ne suis pas Charlie, même si je sais que c'est plus complexe que cela. Mais c'est pour moi la césure, la confirmation des gauches irréconciliables, puisque quand Plenel, à l'automne 2018, explique que Charlie, Caroline Fourest et Manuel Valls mènent la guerre aux musulmans, il nous met, mais surtout à Charlie, une nouvelle cible dans le dos. Il y aura un éditorial de Riss remarquable pour le lui signaler tous cette confirmation. J'ai essayé de ne pas marquer une différence avec Charles parce qu'au fond, je ne savais pas exactement ce qu'il avait voulu dire par là. Lui, il dit, au fond, il y a racisme. Point. Il n'y a pas besoin de isme en plus. Hein, parce que d'une certaine manière, il a raison. Il ne supporte pas la culture victimaire que d'autres ont déjà dénoncé. Mais je profite là pour dire qu'il y a une spécificité propre à l'antisémitisme, ce racisme des gens qu'on ne voit pas, que Yankelevitch a formidablement bien décrit, et j'ai voulu rappeler quelle était en effet cette spécificité, parce qu'on voit bien que dans la concurrence victimaire, une partie de ceux qui l'amènent précisément pour occulter la Shoah, pour continuer à mener leur propre combat contre les Juifs, ou pour considérer qu'au fond l'antisémitisme est un combat qui gêne. Justement sur la Shoah, vous dites tout au début de votre livre que vous êtes opposé à l'idée de repentance, et pourtant vous faites un très beau portrait de Willy Brandt qui rappelle ce geste formidablement émouvant, cet agenouillement devant le ghetto de Varsovie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi on doit dissocier ce geste-là de l'idée de repentance? Je cite, pardon, parce que je la cherchais, je ne la connais pas par cœur, je cite la phrase de Yankelevitch, parce que ça me permet de souligner ce que je disais il y a un instant, en réponse au fond
à ce qu'écrivait un grand antisémite, si je peux dire les choses ainsi, Édouard Drummond, lorsqu'il écrivait « Le juif dangereux, c'est le juif vague ». C'est-à-dire c'est le racine qu'on ne voit pas. Et donc c'est d'une efficacité terrible. Au fond, c'est plus facile à dénoncer que quelqu'un qu'on reconnaît par la couleur de sa peau, par exemple. Et Yankelevitch écrit ça en 67. Hein. C'est d'une modernité, là aussi, incroyable. Il écrit « L'antisémitisme est une grave offense à l'homme en général. Les juifs étaient persécutés parce que c'était eux, et non pas en raison de leur opinion ou de leur foi. C'est l'existence elle-même qui leur était refusée. On ne leur reprochait pas de professer ceci ou cela, on leur reprochait d'être. Jusqu'à un certain point, ce refus s'étend encore à l'existence de l'État d'Israël. Moi, je rajouterais qu'il s'étend totalement aujourd'hui à l'existence de l'État d'Israël. Je ferme la parenthèse. Je ne suis pas contre la repentance. Je me méfie de la repentance à répétition. Je ne sais pas si c'est une repentance, mais enfin, le discours de Jacques Chirac en 1995 fait rentrer Jacques Chirac dans la catégorie des hommes courageux, en tout cas des hommes qui ont compté et qui comptent pour moi et pour beaucoup de Français, alors que nous avons tous commencé notre militantisme en le combattant et en le comparant à un fasciste, que quoi l'utilisation de ce mot révélait notre imbécilité à l'époque. Mais je me méfie en effet, comme Pierre Nora par exemple, qui a écrit là-dessus beaucoup de choses, attention, il y a un moment, on voit un peu dans ce qu'on fait par exemple à l'égard de l'Algérie, on en fait beaucoup, on se met à la place parfois des historiens, et on le fait pour des raisons politiques, et c'est parfois injuste. En tout cas, ça n'est pas juste. Le cas de Willy Brandt m'a passionné, parce que, et au fond, je ne le connaissais pas très bien, je ne connaissais pas très bien son histoire. Je la connaissais parce que j'avais eu l'occasion, je ne le connaissais pas, mais de le croiser dans des grandes réunions des socialistes européens dans les années 80 et 90. Il était président de l'International Socialiste, donc tous les grands meetings au moment des européennes, des élections européennes, ou des congrès du Parti Socialiste Européen, il y avait cette stature incroyable. Herbert Frahm, parce qu'il ne s'appelait pas Willy Brandt. Et Brandt, il a un parcours incroyable, c'est que je le savais, il est très jeune résistant contre le nazisme. Il est membre d'un parti frère du POUM, qui se retrouve entre le Parti communiste allemand et la social-démocratie. Il va et vient, il va dans l'Allemagne nazie de manière clandestine, un courage incroyable. Il est en Norvège, puis en Suède. Et puis il va en Espagne, comme journaliste, en 1936-37. Il peut croiser Orwell. Orwell a écrit un très beau livre, Land and Freedom, enfin un film Land and Freedom, et un livre, je dis une bêtise, il a écrit un livre, Vive la Catalogne, qui a inspiré Ken Loach avec le film Land and Freedom. Je m'exprime mal. Et qui suit notamment tout ce qui se passe autour du POUM, ce parti d'Andrés Nin, qui sera écrasé, Nin tué, son corps ne rappellera jamais, par les Tchékas soviétiques qui sont en Espagne. Et il voit ça. Donc il revient d'Espagne profondément anticommuniste. Bon, puis sa carrière, on la connaît, maire de Berlin, vice-chancelier, puis chancelier. C'est l'homme de l'os politique, c'est-à-dire du dialogue avec l'Allemagne de l'Est, avec la RDA, et avec le bloc soviétique. Et il va en 1970, pardon, il va en Pologne. Et alors, ce que j'ai voulu dire par là, ce que je suis absolument pas en train de faire devant vous, c'est le concept de sobriété. C'est-à-dire, au fond, le discours, ça ne compte pas. C'est-à-dire, dans le protocole, il doit déposer une gerbe devant le monument des héros du ghetto de Varsovie. Point. Et puis quand il se trouve, mais personne n'y a pensé, Jacques Séguéla n'était pas à ses côtés, il tombe comme un pénitent. Il dit, au fond, et c'est une des phrases que je mets en exergue du livre, il dit « J'ai fait ce que font les hommes quand les mots leur manquent ». Il dit « Devant ce... Voilà, je tombe à genoux ». D'une certaine manière, ce n'est pas qu'il demande pardon, c'est qu'il considère comme chancelier d'Allemagne qu'il porte sur les épaules la responsabilité de tous les Allemands, qui n'est pas seulement celle des nazis, qui est la responsabilité de tous les Allemands. Et lui, il peut le faire parce qu'il a été, pas l'un des rares, il était l'un de ceux qui se sont levés très jeunes contre les nazis. Et ce geste sera incompris de son entourage. En Allemagne, on ne comprend pas très bien.
En RDA, on n'aime pas beaucoup ça, parce qu'on préférait une Allemagne belliqueuse. Voilà un homme qui a engagé le dialogue. Et les Polonais, évidemment, qui sortent d'ailleurs d'une purge antisémite épouvantable, eux, ils sont gênés parce qu'ils auraient préféré que ce geste soit devant les soldats polonais, la résistance polonaise, et pas les juifs, et pas les héros du ghetto de Varsovie. Et ce geste, d'une certaine manière, c'est pour ça, c'est plus facile à mettre en couve d'un livre pour l'exprimer. Et il y a tout chez Willy Brandt, il sera un chancelier, il partira, vous savez, à cause d'une affaire d'espionnage, il ne reviendra pas au pouvoir, mais c'est un homme très intéressant. Un homme très intéressant dans tel était son rôle. Et là, c'est à chaque fois j'ai pris un moment, et là il y a un geste d'une sobriété et d'une puissance incroyable, qui ressemble un peu, d'une certaine manière, toute proportion gardée, à la main, dans la main de Kohl et Mitterrand à Verdun. Et justement, ça m'a beaucoup plu ce chapitre sur Willy Brandt, parce que vous dites une chose très intéressante et qui peut s'appliquer quasiment à tous les autres portraits que vous faites dans ce livre. C'était un homme qui était à la fois visionnaire, puisqu'il avait compris que la réconciliation entre les deux Allemagnes était une chose possible, en tous les cas qu'il devait l'amorcer, et c'était en même temps un homme pragmatique. Et la plupart des personnages dont vous faites ces portraits si saisissants ont en général cette double vertu qui, très honnêtement, se rencontre rarement réunie chez les hommes politiques. On connaît pas mal de visionnaires qui sont devenus fous, et on connaît pas mal de pragmatiques qui n'ont fait que des petits pas et qui finalement n'ont été vers nulle part. Et est-ce que c'est ça qui vous intéresse finalement dans la politique, ce mélange d'une forte capacité de projection dans l'avenir, les yeux fixés sur l'horizon, du long terme historique, et puis la gestion au jour le jour? C'est pas facile de mélanger les deux. Regardez Macron. Non, et on pourrait dire, regardez Churchill, impertinent. Regardez Churchill. Churchill est un homme, d'abord, il a écrit sa propre histoire pour que les autres ne l'écrivent pas. C'est plus simple. Mais Churchill a un destin incroyable, parce qu'il est né dans une famille prestigieuse, il a un problème terrible avec le père tout au long de sa vie, qui a raté sa carrière politique, il voyage en Inde, il voyage en Afrique du Sud au moment de la guerre de Boer. Il était journaliste, il tombe comme ministre au moment de la catastrophe des Dardanelles. Il ne sera pas un grand ministre des Finances, il change de parti politique, il ne passe pas de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais il change, et il est un homme isolé, assez marginalisé. Mais il se trompe même, par exemple sur la guerre d'Espagne, il se trompe, il est favorable au soulèvement de Franco par anticommunisme. Il le remettra après, parce qu'il comprend plus tard que c'était l'antichambre de la Seconde Guerre mondiale. Mais il comprend à ce moment-là que la montée du nazisme va se conclure, va aboutir à la guerre. Et il ne cessera de le dire dans la Chambre des communes, où on l'écoute, mais poliment. Et quand la catastrophe arrive, il est présent, et la puissance de son discours, c'est de dire on ne va pas perdre. Et De Gaulle, d'une certaine manière, il a cet aspect visionnaire sur la vision de la guerre, encore plus que Churchill, il est totalement seul. Il n'est pas à la tête d'un pays, il est à la tête d'un concept, qui est la France libre. Mais l'opinion française est derrière le maréchal. Elle le restera d'ailleurs très longtemps, en condamnant ses gouvernements, mais en espérant que le maréchal soit toujours le vainqueur de Berlin, et qu'au fond, il se partage le travail avec De Gaulle, comme le prétend le grand historien contemporain Éric Zemmour, qui nous a ressorti il y a quelques mois la vieille thèse du glaive et du bouclier, la vieille thèse flétrie et épouvantable. Et bref, je referme la parenthèse sur ce moment clé de l'élection présidentielle de l'année dernière. Mais bon, donc oui, c'est comment se fait-il qu'il y ait des gens qui, à un moment donné, comprennent et ont une très grande vision. Et parmi eux, alors ne parlons pas des écrivains, parce que c'est autre chose, il y a des hommes politiques qui sont des pragmatiques, sont des grands gouvernants. C'est le cas de Clémenceau pendant les 3 ans où il est ministre de l'Intérieur. C'est le cas de De Gaulle, évidemment, que je ne traite pas, pas besoin. C'est évidemment les grandes réformes issues essentiellement du Conseil national
de la résistance, mais c'est évidemment à partir de 1958. Voilà, c'est-à-dire que on peut avoir une vision, mais elle ne vous éloigne pas du réel. Et au fond, ce qui m'intéresse, c'est pas le cas de Charles Quint, bien évidemment, mais il n'est pas dans ce livre, c'est le courage dans une démocratie. D'une certaine manière, c'est encore plus extraordinaire. Parce que je parle des hommes d'État, hein, parce que on n'a pas le pouvoir illimité. On l'a à un moment. Hein, on vous le donne. Donc c'est dans ce moment-là, grâce à votre passé, grâce à ce que vous avez eu comme expérience, que vous pouvez l'exercer et vous pouvez faire réaliser des grandes choses à votre propre pays. Et justement, ce qui m'a frappé aussi, c'est que vous dites que dans le cadre de la démocratie, les moyens sont limités, que les hommes politiques, finalement, sont pris par le jeu des institutions, des contre-pouvoirs, et que finalement, leur capacité, leur marge de manœuvre est relativement faible. Un dictateur fait ce qu'il veut. Un dirigeant démocrate est limité, et pourtant, certains ont changé le cours de l'histoire. Donc c'est quelque part plus fort encore dans le cadre d'une démocratie. Absolument. J'ai lu l'été dernier, je ne sais pas s'il est encore, je crois qu'il n'est pas traduit encore en France. En Espagne, je ne sais pas pourquoi, ils les traduisent avant. Il lit en anglais, mais ça aurait été plus difficile. Un livre de Jan Kirchhoff, qui est le grand spécialiste du nazisme. Et il écrit un livre sur... Il prend 12 personnalités européennes, 11 hommes et une femme, 12, toujours le même chiffre symbolique, et il commence par les gens les plus sympathiques, Lénine, Staline, Mussolini, Hitler, etc. Bon, le portrait d'Hitler est saisissant, sur Mussolini, on est un peu déçu, sur Lénine et Staline, c'est frappant, enfin bon, vraiment les affaires. Après, il traite de personnages toujours qui ont le temps. Un personnage qu'on connaît moins, même si les Rocarniens étaient très autogestionnaires, mais il traite la personnalité de Tito. Alors, il est un homme qui physiquement est courageux, parce que c'est un vrai résistant, et ensuite qui s'oppose aux Staline, et vous comprenez pourquoi la Yougoslavie va se démembrer après sa mort, parce qu'au fond c'est lui qui la tient et qui l'unifie, c'est un Croate. Et puis il traite de personnages, je connaissais très mal Adenauer. Alors, c'est un spécialiste de l'Allemagne, donc il en parle très bien. Pourquoi je dis ça? Et puis, il termine avec Gorbatchev. C'est un perdant de l'histoire, d'une certaine manière, mais qui a fait l'histoire. Hein. Mais c'est un vrai perdant, au sens où il est considéré aujourd'hui en Russie comme celui qui a totalement démembré l'URSS. Il n'a même pas de droit à des obsèques dignes de ce nom, etc. On a tout ça en mémoire. Mais il prend, alors, il explique pourquoi il ne parle pas de Mitterrand et de Kohl. Hein. Il traite bien les pièces de Franco. Et il traite de Kohl. Il traite de Helmut Kohl. Et alors, Kohl, ça c'est très intéressant, parce que un grand bonhomme, un peu balourd, un homme d'appareil, la démocratie chrétienne allemande, qui accède au pouvoir après avoir battu, après un renversement d'alliance du Parti libéral de Genscher, et qui jusqu'en 89 est un chancelier d'une Allemagne prospère, pour faire bien. Mais sans grand, il succède à Brandt et à Helmut Schmidt. Pas facile. Puis tout à coup, le mur de Berlin tombe. Et à ce moment-là, Jan Kirchhoff a raison, il dit, mais si ça n'avait pas été Kohl, est-ce que ça aurait marché de la même manière? On ne sait pas. Pour être juste, il faut dire que des hommes très importants ont compté à ce moment-là, et ces hommes sont Gorbatchev, bien évidemment, Gorbatchev et Georges Bush père. Mitterrand et Thatcher s'opposent quand même, mais ils jouent leur rôle à leur manière. Mais ceux qui vraiment évitent la catastrophe, c'est Gorbatchev, on peut le remercier, au moment où tous les murs tombent, et Bush père. Mais on comprend ce qui est en train de se passer. Au début, il est pour la Confédération, il est prudent, comme tout le monde. L'histoire va tellement vite. Et il tient un discours, je crois que c'est à Leipzig ou à Dresde, où il dit non, on va faire... et il est réalisé en 10 mois. 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 10 mois
Et alors, peut-être que les économistes, les technos, tous les copains qui entourent Emmanuel Macron auraient dit non. Ça, c'est pour participer de la provocation. Disent non, parce qu'il ne faut pas les finances publiques. C'est d'ailleurs la grande opposition qu'il a avec les sociodémocrates allemands. Oscar Lafontaine fait un discours à rebours, en disant attention, on va trop vite, ça va coûter cher. Ça va coûter cher à l'Allemagne et à l'Union européenne, incontestablement. Mais le poids de l'histoire, la puissance de la volonté d'unification va tout balayer. Et Kohl comprend à ce moment-là, et à un autre peut-être, parce qu'il a un bon sens, c'est pas le compte intellectuel du moment, mais l'instinct politique là, dans une démocratie, parce que le dictateur, ça peut être le dictateur éclairé, hein, pas forcément que le tyran. Mais c'est vrai qu'il a ce temps incroyable, absurde d'une certaine manière. Donc la démocratie, elle est plus faible, mais elle est plus belle, au-delà du fait qu'on y respire mieux, mais la liberté. Mais il y a quelque chose, et donc, voilà, et n'empêchera pas que Kohl, quelques années après, devra quitter le pouvoir dans certaines conditions. Parfois, il faut quitter le pouvoir plus vite qu'on le croit, parce que sinon on ne rentre pas dans l'histoire. C'est une réalité. Parfois, on reste trop longtemps au pouvoir et ça peut abîmer. Mais enfin, Kohl, là, joue un rôle. C'est fascinant de voir que le destin, il faut savoir le prendre. On en parlait avec Zelensky ou Churchill tout à l'heure, le prend. Comme on arrive bientôt à la fin de cette conversation, on peut un peu plus se lâcher sur les questions. Donc, je ne résiste pas au plaisir de vous demander si vous trouvez que notre gouvernement est courageux, notamment s'agissant des valeurs de la République, puisque nous nous appelons le laboratoire de la République. De la même manière que je ne me suis pas comparé, quand j'ai commencé la promotion du livre, évidemment, les journalistes, la question était moins raffinée que la vôtre, hein. La question de ce journaliste, M. Valls, est-ce que faire une réforme des retraites, c'est courageux? Voilà, je voyais venir. Bon, donc, et alors évidemment j'avais la réponse, le courage, oui, mais pas la brutalité. Donc avec ça, on avait tout dit. Vous savez, gouverner, c'est difficile, et parce que j'ai gouverné dans des moments, dans des conditions très difficiles, je ne donne pas des leçons à ceux qui m'ont succédé. Je fais attention, parce que je pense que c'est très compliqué. Je suis inquiet de l'état de la démocratie, parce qu'il y a une crise démocratique, contrairement à ce qu'on raconte, il n'y a pas une crise institutionnelle, une crise morale, civique, profonde, illustrée par la violence qui s'est passée encore à l'égard du petit-neveu de Brigitte Macron, est insupportable. Donc on voit une violence, elle est alimentée par le discours, c'est par le verbe. Mais je pense qu'il y a le courage, c'est de reconnaître qu'il y a une crise civique, une crise morale. Il faut faire attention parce que l'abstention aux élections locales, l'abstention aux élections législatives, la violence que je viens de rappeler, l'explosion du paysage politique, le déséquilibre permanent, c'est pas un problème institutionnel, après c'est un autre débat, si on veut changer les institutions ou pas, moi je deviens de plus en plus conservateur. Mais en tout état de cause, il n'est pas là le débat. Ce sont des institutions, il y a Carcassonne disait, qui étaient très plastiques, très souples, elles ont plutôt tendance à résister à toutes les crises depuis 1958, et c'est le génie du général de Gaulle que de les avoir imaginées pour ce vieux peuple de Gaulois que nous sommes. Et le courage, c'est de se battre pour les valeurs. Et ça, moi j'avais beaucoup aimé le discours, j'avais apprécié le discours d'Emmanuel Macron au Murau, sur la République, sur la laïcité, sur le séparatisme, mais il ne suffit pas de tenir un discours. On est dans un moment où si on ne tient pas sur les valeurs essentielles, la construction française, c'est quoi? C'est une nation construite par l'État, et c'est une communauté de valeurs. Nous sommes français, pas par la couleur de peau, mais de là où on vient, mais parce qu'on adhère à une langue, à une culture, à une histoire, même s'il ne doit pas être officiel, mais il ne doit pas être repenti en permanence non plus, et dans lequel on se retrouve autour d'un certain nombre de valeurs. Donc, si ces valeurs ne sont pas défendues, l'édifice est beaucoup plus difficile à tenir. Et face à aux extrêmes qui revisitent en permanence, l'histoire est très importante. Hein. On est un vieux peuple politique dont l'histoire est très importante. Donc quand Zemmour revisite l'histoire, comme je le rappelais tout à l'heure,
où certains veulent nous faire revisiter aussi le rapport à l'histoire coloniale, uniquement sur la base de la repentance. Le wokisme et la cancel culture qui nous viennent d'Amérique, et qui, par un phénomène inédit, par la puissance des médias et du monde universitaire, pénètre en profondeur la société française et déforme notre jeunesse pour l'avenir. Brice a écrit, de ce point de vue-là, des choses essentielles il n'y a pas longtemps. Donc là, c'est très inquiétant, parce que c'est aussi, on fait revisiter notre propre histoire. Quand Jean-Michel Blanquer s'est opposé à cela, il n'a pas toujours trouvé les soutiens nécessaires, y compris au plus haut niveau, alors que c'est un combat fondamental, parce que c'est le combat du savoir. On n'a jamais vu dans l'histoire, même quand il y avait des Mao, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Même quand il y avait une école historiographique communiste, et je cite évidemment Furet, combien son livre Penser la Révolution française a changé cela, mais tout de même, le débat existait. Là non, là on est en train de nous imposer partout, du festival de Cannes jusqu'à nos écoles, à nos universités. Donc là, il faudrait beaucoup de courage. Je comprends, c'est difficile, c'est complexe, il y a beaucoup d'opinions, mais on est sur des moments essentiels. Donc oui, là, le courage, de ce point de vue-là, c'est une vertu, et je termine, oui, il faut donc des âmes bien trempées pour défendre ces valeurs. C'est vrai pour l'Europe, je crois fondamental, et parfois c'est plus dans le discours que dans la réalité. Sur l'Ukraine, il ne peut pas y avoir l'ombre d'une hésitation. Ce n'est pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, bien évidemment. Mais on voit bien que se joue l'avenir de l'Europe, de la démocratie, et on est dans des moments clés de l'histoire. J'aurais aimé, moi, que la France, à partir de juillet dernier, soit à la tête, de manière claire, elle l'est, hein, incontestablement, mais soit à la tête de ce combat pour l'Ukraine, et dise clairement qu'à terme, l'Ukraine, le ferme, rentrera et dans l'Union européenne et dans l'Alliance Atlantique, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Si on n'en a rien compris, est-ce qui est en train de se passer en Russie. Donc c'est du courage, ou en tout cas de l'affirmation des convictions que j'aimerais entendre de manière parfois un peu plus forte, même si le président de la République est plus courageux dans bien des domaines que gouverner, c'est quoi. Mais il faut entraîner le peuple. Hein. Ce peuple aujourd'hui doute beaucoup, et tout ça peut mener à des catastrophes si on n'est pas prudent. Je me félicite du travail qui est le vôtre et de l'entrée discrète de Jean-Michel Blanquer au fond. Peut-être que c'est l'occasion de passer le micro dans la salle et pour répondre à quelques questions des auditeurs des conversations éclairées. Oui, bonjour et remercier de cette présentation. Est-ce que selon vous, le courage est compatible avec l'ouverture? Est-ce que c'est pour vous un signe plutôt de renoncement, cette ouverture, ou est-ce que c'est une forme de courage? Et question subsidiaire, est-ce que le courage dans les années qui viennent sera celui d'être plus ouvert qu'autoritaire? L'ouverture, oui. La tolérance, incontestablement. La nuance camusienne, bien évidemment. La finesse de l'esprit pascalienne. L'écoute, l'intelligence, le savoir. Mais ça ne veut pas dire renoncer à ses convictions. Et à les affirmer avec une certaine force. Et à ne jamais y renoncer. Le dernier chapitre est consacré à Jean Moulin. S'attaque à un monstre, et puis tellement de choses ont été écrites. Mais j'ai pris le Jean Moulin, préfet, pour rendre hommage à ce corps de l'État très important. Je sais que souvent parmi vous, il y a le préfet de la Lande. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais pour moi, c'est très important, les préfets. Je n'ai pas aimé les réformes qu'on a faites de l'ENA et du corps préfectoral ou du corps diplomatique. Je referme la parenthèse. Mais il est préfet au moment de la défaite, de la débâcle, de l'exode et de l'arrivée des Allemands dans sa ville. Et à ce moment-là, il y a une scène fondamentale qu'il décrit après dans un livre qui sera publié par sa sœur Anne, qui est traduit par le général de Gaulle après-guerre. Il refuse de signer
un texte qui rend responsable d'un massacre et de viol les tirailleurs sénégalais qui se sont très bien défendus contre les Allemands, alors que c'est la Wehrmacht qui accomplit ces horreurs. Il refuse, il est battu, il est torturé. Il ne sait pas s'il va résister. Parce que pour la première fois de sa vie, il connaît la douleur. Il décide de se trancher la gorge avec un tesson de bouteille. L'affaire est connue. Et c'est là que se fonde l'homme qui va diriger ensuite la résistance et qui mourra sous la torture, sans parler devant Klaus Barbie. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être, c'est un homme de très grande tolérance, mais d'une conviction d'airain. Je crois en l'autorité, parce que je crois que c'est une valeur. D'ailleurs, j'ai écrit des pages là-dessus. L'autorité, c'est une valeur de gauche. Après, en tout cas, je vais dire pour satisfaire tout le monde, c'est une valeur républicaine. Et que une des raisons, Jean-Michel le sait bien, des problèmes de la société et de l'école, même si on est dans une société très différente, hein, et que la pédagogie ne peut pas être la même qu'il y a un siècle, cela va de soi, mais c'est la perte d'autorité. Et la contestation, en tout cas, de l'autorité du prof, de toute personne qui porte l'uniforme. Je suis frappé par le fait qu'on veut délégitimer l'élection du président de la République. Je ne parle pas de l'autorité du président, je parle de l'autorité du peuple qui l'a choisi, ou des décisions du Conseil constitutionnel. On est dans une société où on met en cause en permanence l'autorité. Donc l'autoritarisme, non. L'autorité, oui. Donc la tolérance, la conviction, l'autorité, oui. J'espère pouvoir y répondre. De vous avoir répondu. J'aimerais bien vous entendre sur une forme de courage qui me tient à cœur en ce moment, qui n'est pas le courage de s'opposer à l'adversité, y compris sous la torture, mais courage peut-être moins héroïque, mais qui est le courage de penser contre son propre camp. Et c'est le courage qu'ont eu les communistes à l'époque stalinienne qui ont osé se prononcer contre le goulag et contre le stalinisme. Et toute proportion gardée, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est un peu le courage qu'il faut avoir pour se prononcer contre le wokisme à partir d'une position de gauche, hein, ce que nous sommes beaucoup ici à faire. Et j'aimerais savoir si vous avez souvenir d'avoir eu ce type d'expérience, et lesquelles. J'ai regretté, j'étais invité l'autre jour dans l'émission Réplique de Alain Finkielkraut avec François Sureau, et j'ai regretté je leur ai dit, j'ai regretté de ne pas avoir fait un chapitre que j'avais pensé d'un portrait croisé de Gide et de Bernanos. Parce que la même année, l'un écrit revient du RSS, son retour du RSS, ou alors qu'il est auréolé, c'est le plus grand écrivain du moment, il y a des foules qui l'attendent, Gorky meurt et voilà Staline qui lui demande de faire l'éloge funèbre, et puis cet homme, par lui-même, découvre ce qui est en train de se passer et revient, écrit ça et rompt avec tous ses amis qui le supplient de ne pas mettre en cause le paradis soviétique. Parce que ça va favoriser l'ennemi. Vous savez, c'est toujours l'argument. Et de l'autre côté, Bernanos, qui est à Majorque, qui est un major, son fils est en 1936, son fils est enrôlé dans la phalange, il y a le soulèvement franquiste, d'un coup, il voit qu'on est en train de fusiller des jeunes, des agriculteurs, des paysans, des gens qui étaient des républicains, et il ne supporte pas qu'on puisse tuer au nom de Dieu. Et il écrit des papiers dans Figaro, il écrira son grand livre devant le cimetière sous la lune, et il partira au Brésil, où sera l'un des derniers à rencontrer Zweig. Donc c'est des hommes qui rompent avec leur camp, l'un avec l'URSS, l'autre, qui est l'Action française d'ailleurs, avec une partie de la droite et même de l'Église catholique. C'est toujours impressionnant, ces phrases de Castillon que je citais avant. Je réponds à votre question. Avec toute la modestie, hein, très, très honnêtement, surtout après avoir cité Gide et Bernanos. Quand j'ai prononcé le discours au lendemain de Charlie d'Hypercacher et la grande manifestation du 11 janvier 2015 à l'Assemblée nationale, qui a provoqué un sentiment d'unité qui malheureusement n'a pas duré suffisamment, et qui a eu un écho puissant et dans l'hémicycle et à l'extérieur. Pourquoi? Évidemment, il y avait l'émotion, il y avait de la responsabilité dans l'hémicycle. C'est un député comme ça, député maire d'Orléans, qui tout à coup a commencé à chanter la Marseillaise à cappella, puis toute l'Assemblée un peu
en 1918. Il y a des choses spontanées qui arrivent. Mais mon discours a eu de la force parce que la conviction que j'y mettais, elle n'était pas fabriquée, elle était le fruit d'un combat un peu solitaire dans les années précédentes. Pas seul, mais enfin, d'un combat d'un homme de gauche, d'un républicain de gauche, sur le fait que je dénonçais la montée de l'islam dans les quartiers, la montée de l'antisémitisme qui venait de populations arabo-musulmanes, ce que beaucoup ne voulaient pas nier, mais ne voulaient pas connaître parce qu'ils y voyaient. Attention, si on dit ça, on fait le jeu du Front National. Et au fond, on s'attaque à des populations immigrées qui sont les nouveaux prolétaires, et donc comme toutes les âmes damnées, eh il faut les excuser. Et donc, mon combat contre Dieudonné, l'alliance entre Dieudonné et Soral, l'alliance de Dieudonné et Soral avec une partie de l'extrême gauche, évidemment avec l'islam politique. Donc, je veux dire par là, c'est que les combats que je menais, par exemple avec Elisabeth Badinter et Richard Malka, déjà à l'époque sur la crèche Babilou, on nous accusait d'être des fachos. La directrice de l'école de la maternelle était une Chilienne qui avait dû fuir le Chili et ensuite l'Argentine. Elle était accusée d'être d'extrême droite parce qu'elle faisait appliquer tout simplement un certain nombre de règles dans sa crèche. Donc, quand on s'est battu, on était une trentaine de députés socialistes, on a voté pour la loi qui interdisait le tchador. Voile intégral. Les socialistes n'ont pas voté parce qu'ils ne voulaient pas faire le jeu de Jean-François Copé. Mais la proposition de loi était portée par Copé et par un communiste. Donc j'ai eu le sentiment souvent de remonter tel le saumon la rivière à contre-courant. Et non pas d'avoir raison avant d'autres, mais d'avoir une gauche qui ne se battait pas sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ses propres fondements. Mais je termine par un mot d'optimisme. Ce qui me paraît très important, c'est que dans ce pays, contrairement à d'autres, il y a heureusement des hommes et des femmes de droite, des hommes et des femmes de gauche, qui se battent contre cette cancel culture, contre le wokisme, sur cette remise en cause assez fondamentale de ce que nous sommes, nous Français, et j'allais dire nous Européens. Et on trouve des gens de gauche qui écrivent des livres admirables sur ce sujet, et ma gauche, c'est celle d'Elisabeth Badinter, c'est la vôtre, c'est celle de Jacques Julliard, c'est celle de Caroline Fourest, ouais, c'est-à-dire que, mais qui rejoint ce que a défendu Jean-Michel au gouvernement, c'est-à-dire que au fond, je ne sais pas s'il y a des républicains des deux rives, c'était la phrase de Jean-Pierre Chevènement, mais en tout cas, la République, elle transcende les clivages politiques sur l'essentiel. Et quand, pour des raisons de petite politique, on ne l'admet pas, alors on perd le combat. Et ça a été... Voilà, il n'y a pas d'alliance possible sur ces sujets-là au sein de la gauche. Voilà, je pense, j'avais d'une certaine manière déterminé quelle était mon expérience. J'ai l'impression que ça m'a coûté un peu cher. Mais je préfère cela qu'avoir renoncé à mes idées. Et à l'époque, je ne jouais pas sa peau pour ça. Mais la lâcheté qui a entouré parfois Charlie, la lâcheté qui a entouré la situation au cours de ces dernières années. Quand je m'attaque à Dieudonné, il y a beaucoup de gens qui disent que j'en fais trop. Ou même, j'ai entendu ça il y a récemment, ou même que je le fais pour des raisons politiques et que Dieudonné et moi, on a pratiquement un accord pour sortir dans la presse ensemble. C'est dire. Une dernière question. 2 autres rapides et je répondrai plus rapidement. Oui, si le courage, c'est parfois savoir reconnaître ses erreurs et les réparer, je vais vous respectueusement vous donner l'occasion. Dans le premier chapitre sur Charles, vous dites vous faire un devoir de citer tous les noms des morts de Charlie Hebdo et vous en nommez 11. Or, il y en a eu 12. Vous avez oublié Bernard Maris, qui n'était pas le moindre. C'était un journaliste. Oui, mais il le cite un peu plus loin. Oui, mais je m'en suis aperçu aussi. Bernard, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur grossière. Et j'en suis désolé. Je le cite après parce que je dis que je le connaissais, mais il doit être dans les 12, bien évidemment. Donc ça sera corrigé dans l'édition. Vous avez 1000 fois raison. Il y en a 1 ou 2 comme ça. Et pourtant, tous ceux qui écrivent. J'ai la chance d'être ami avec Mario Vargas Llosa. Et à chaque fois que je le vois, il est très gentil, il dit ça.
j'aime beaucoup ce que tu écris, pour évidemment je me fonds. Mais il dit une des choses les plus terribles pour moi, c'est la relecture. Et dans chaque de mes romans, dans chacune de mes nouvelles, je découvre toujours la coquille. Parce que les formes d'écriture aujourd'hui sont évidemment différentes et favorisent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la coquille. Donc, il faut en plus, Bernard, je le connaissais, et on avait un très beau, enfin peu de temps, juste avant 2012, un très beau débat ensemble à Corbeil. Bonjour, moi j'ai une question sur la gauche morale que vous incarnez. On a l'impression que vous inscrivez dans la filiation effectivement de Mendes France, de Rocard et de vous. Et ma question c'est de dire, on voit bien que ces trois exemples-là sont des exemples qui ont à la fois beaucoup de désir, beaucoup d'aura, et un exercice du pouvoir relativement limité à chaque fois. Ma question c'est quelle est la limite du courage moral de la gauche morale? Merci. J'utilise pas, moi, je me situe pas dans le mot de la gauche morale. Je fais attention parce que le moralisme, c'est autre chose. Hein. Mais bon, je comprends. Gauche éthique, gauche qui... gouverner, c'est pas faire de la morale tous les jours. Michel Rocard, pour qui je me suis engagé en politique, disait parler vrai, c'est pas dire toute la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous devez cacher. Il a été d'ailleurs, quand moi j'ai présenté la loi sur la grande loi sur le renseignement en 2015, il devait tenir compte des nouvelles techniques aujourd'hui des communications, il y a eu un éditorial à peu près tous les jours du Monde sur le fait que nous mettions en cause les fondements de la liberté. Je présume que la gauche morale elle est plutôt de ce côté-là, vous voyez, de ce type de moi. Mais le dernier qui avait présenté ces lois, qui en fait a été défendu ensuite parce que c'est elle qui l'a remplacé à Matignon par Edith Cresson, c'était Rocard qui était très, très féru de renseignements. Pas pour sauver évidemment, mais parce qu'il pensait que c'était... Mais comme homme d'État, il considérait qu'on a besoin de secrets. L'exercice de transparence permanent, il est dangereux, y compris dans les questions diplomatiques. Parce qu'on parle trop, et parfois on parle même trop des questions de sécurité ou des problèmes de renseignement intérieur. Par exemple, l'idée, il faut qu'on publie toutes les fiches S. Je prends cet exemple parce qu'il est ce besoin de transparence. Or, gouverner, c'est le secret. Donc, c'est pas du moralisme. Hein. Et quand Mendes fait les accords d'Indochine, voilà, c'est quand même une négociation extrêmement difficile. Alors, votre question, elle est à la fois sympathique, elle est terrible, parce que je ne peux pas, moi, me situer... Alors, voilà, c'est vrai que d'une certaine manière, moi, je pourrais dire, bah, je suis, après Mendes et Rocard, il y a moi. Bon, c'est pas mal, on reste dans l'histoire, et c'est important pour la suite, quand les plus jeunes d'entre vous écriront sur cette époque-là. Ce que je constate, pour redevenir sérieux, c'est que il y a des hommes qui ont gouverné, hein. Mendes, il a gouverné un peu avec De Gaulle, un an à peine comme chef président, et ensuite Mollet lui a volé une victoire, et sans doute si lui avait été président du Conseil, les choses auraient été différentes. Et ensuite, il n'a pas voulu, alors là, moi je pourrais le critiquer, là, enfin je pourrais me permettre de le critiquer, il n'a pas voulu s'engager sous la Ve République. Il combattait tellement les institutions qu'il ne voulait pas les épouser, sauf à la fin, dans ce duo improbable avec Gaston Defferre. Rocard, c'est différent, parce que lui, il épouse les institutions de la Ve République. Mais comme, au fond, si un refus d'une certaine pratique politique, face au maître de l'art dans ce domaine-là, Mitterrand, il n'y arrive pas. Je pourrais vous surprendre en disant, d'une certaine manière, Jospin, c'est ça aussi. Avec une différence, sans doute. Mais comme si la dernière marche se dérobe à lui parce qu'il ne rentre pas dans une manière de faire la campagne en 2001-2002. Delors pourrait un autre exemple du renoncement. Et en disant cela, c'est comme s'il y avait, et je ne me mets pas du tout là-dedans, c'est comme s'il y avait des hommes, en l'occurrence, d'autres ne sont pas rentrés là-dedans parce qu'ils pensaient qu'elles n'étaient pas faites pour ça. Simone Veil n'a pas voulu être candidate à la présidence de la République. Elle a occupé sa place dans l'histoire d'une autre manière, notamment comme ministre en étant la première présidente du Parlement européen. Mais comme si, au fond, sous la Ve République, ou dans l'exercice le plus brutal du pouvoir, des hommes, peut-être à cause de leurs convictions, de leur idée, de leur éthique,
n'y arrivait pas ou se dérobait à la dernière seconde. Alors moi je vais vous dire, je ne suis pas comme ça, parce que je pense que l'exercice du pouvoir, précédé par la conquête du pouvoir, vous oblige quand même, c'est pas du courage, mais un certain volontarisme et accepter les compromis, un certain nombre de combats, après vous y arrivez ou vous n'y arrivez pas, ça c'est autre chose. Mais je pense que le problème n'est plus celui-ci. Ce qui est plus un message pour l'avenir, qui rejoint ce que je disais il y a un instant, c'est un des éléments, je veux dire autrement, aujourd'hui on voit que le paysage politique il est façonné par deux extrêmes et un grand centre. On voit à peu près ce que vont devenir les extrêmes, surtout s'ils s'affrontent au second tour de la prochaine élection présidentielle. On ne voit pas très bien ce qui va se passer avec ce grand centre. Mais, y compris dans les enquêtes d'opinion prématurées sur les élections européennes, on voit que ça ne change pas grand-chose, ça ne change pas beaucoup par rapport à la présidentielle. Je ne pense pas qu'on reviendra de sitôt à un vieux débat droite-gauche. Et si le débat droite-gauche il existe entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Cependant, il y a quand même un vrai problème, et je ne résous pas la question, dans le fait qu'il n'y a plus véritablement une droite républicaine, qu'elle soit d'inspiration gaulliste ou giscardienne, et il n'y a plus une social-démocratie républicaine, ou social-démocrate, ou social-libérale, appelez-la comme elle existe intellectuellement, la droite libérale. Et la gauche républicaine, elle existe, je l'ai essayé de le démontrer tout à l'heure. Il y a des exemples qui peuvent inspirer les uns et les autres. Mais la traduction politique de tout cela n'est pas là. Donc le problème n'est pas le retour d'une gauche morale, de se lamenter sur les défaites de celle-ci. Mais je pense, et pour la droite et pour la gauche, ils ne pourront revenir que par un leadership incarné, bien évidemment. Ils ne pourront revenir que par un projet qui n'est pas de rebâcher ce qui était proposé par le passé. Ça n'est pas évident, mais aussi pour en venir que par la vérité. Et au fond, ce que j'ai aimé moi chez Rocard, ou je pourrais aimer chez Mendes, le titre est inspiré de Mendes, c'est quand même le goût de la vérité. C'est un peu différent de la morale, mais c'est le goût de la vérité. C'est affronter la vérité, c'est dire la vérité aux Français. Et, par exemple, dans le moment donné, je trouve que, alors le président l'a fait un peu hier, mais je ne fais jamais de leçons aux Français. J'étais élu d'une ville et d'une circonscription populaire pendant des années, et nos compatriotes peuvent souffrir beaucoup. Je comprends les problèmes d'inflation, de pouvoir d'achat, le fait de se révolter parce qu'on fait travailler 2 ans de plus, tout ça est un débat légitime. Mais quand même, avec une guerre à nos portes, avec des enjeux considérables qui nous obligent à investir massivement dans la défense, avec un réchauffement climatique qui est inquiétant, qui nous oblige à investir massivement dans les énergies renouvelables, mais aussi dans le nucléaire. Je trouve que face à avec les risques d'unité et de cohésion républicaine que nous avons évoqués, il manque, me semble-t-il, un discours plus puissant de vérité et de sursaut. Le président l'esquissait hier, l'esquissait un peu pendant l'élection présidentielle, puis tout ceci se perd très vite dans la vie de tous les jours. Or, la force des discours qu'on évoquait tout à l'heure, évidemment, on vous dit, faites comme De Gaulle et Churchill, et bien, vous êtes écrasés par le poids de l'histoire, qui est les personnalités. Mais on est dans un moment comme celui-ci, sans vouloir exagérer plus que nécessaire ou faire. On est dans un moment comme celui-ci, on a quand même besoin de ramasser autour d'un certain nombre d'idées et de priorités l'essentiel pour que le peuple parce qu'aujourd'hui, les gens font plus confiance, ils ne voient pas très bien où on va. Et quand on ne voit pas très bien où on va, bah alors ce sont les petits problèmes de tous les jours qui s'imposent. On est à un moment clé pour l'Europe, et donc pour la France et la démocratie. Comment on l'aborde? C'est pour ça que je pense que cette vertu du courage, pour aborder ces discours, et cette manière de le faire, me paraissent plus que jamais indispensables. Oui, monsieur Valls, dans votre livre, vous faites du courage une vertu, une qualité personnelle, individuelle. Mais juste, je voulais partager mon immense respect lorsque le courage est collectif, en fait. Parce que c'est un collectif qui porte le courage. Et le peuple ukrainien, c'est pas que Zelensky, quoi. C'est aussi le peuple ukrainien qui fait preuve de courage. Et je trouve qu'il y a des moments dans l'histoire où c'est, lorsque ce n'est pas qu'un homme
et que c'est un peuple, un collectif. Et je pense que pour nous Français, c'est un bon exemple. Et là, ça c'était plus une remarque, et ensuite une question, que vous venez quelque part d'y répondre. Le courage, ce sera certainement de revenir en politique pour beaucoup d'entre vous. Je pourrais m'adresser à Jean-Michel Blanquer, parce que il se dit quand même de plus en plus dans Paris, notamment dans des dites élites politiques, qu'il y a une sorte de fatalisme qui s'installe, comme si c'était acquis, que toute chose est sous réserve de tout d'accidents, de changements, mais que Marine Le Pen arrivera au pouvoir demain et que si c'est pas elle, ça pourrait être l'extrême gauche. Donc, je pense que le courage, pour beaucoup, c'est de revenir en politique, à mon avis. Je sais pas pour qui est le message, mais alors d'abord vous avez 1000 fois raison, mais je l'ai dit tout à l'heure, le courage c'est une mystérieuse étincelle qui provoque un collectif. Et puis dans le chapitre que je consacre, 343 femmes qui signent en 1971 dans le Nouvel Observateur la tribune connue ou anonyme « J'ai avorté », c'est un puissant mouvement qui vient évidemment de mai 68, qui ira jusqu'au procès de Bobigny, avec Gisèle Halimi, et ensuite avec la loi sur l'interruption volontaire de grossesse portée par Simone Veil, mais c'est un mouvement collectif. Et à la fin de ce chapitre consacré aux femmes, je rappelle la puissance de ce que sont en train de faire les femmes iraniennes. Parce que là, on est sur un mouvement collectif, et d'ailleurs défendu par les hommes, et je me différencie d'un certain type de féminisme. Et je le disais tout à l'heure pour Zelensky seul, il ne pourrait pas, mais il influe ce courage à des gens qui décident de mourir pour leur patrie et pour nous. Donc non, le courage collectif, il est indispensable. On l'évoquait le samedi avec Sureau, le militaire qui sort de la tranchée, il est courageux, ou le policier, mais c'est autre chose. C'est pas le même type de courage. Là c'est ce mélange de courage moral, de vertu, qui n'est pas que pour vous-même, parfois il est très solitaire, mais qui tout à coup provoque et fait bouger les destinées d'un peuple. Moi je renvoie à un livre précédent qui s'appelait « Pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines », c'est un livre encore plus personnel, parce qu'il parlait vraiment de moi. Et là, je ne parle pas de moi, contrairement aux insinuations de Brice il y a un instant. Mais, même si je parle un peu de mes goûts, évidemment, et de mes engagements, mais moi, je suis un politique jusqu'au bout des doigts. Je mourrai comme politique, réfléchissant politique, c'est ma vocation. J'aime la politique parce que j'aime la démocratie, j'aime l'histoire. Donc, de toute façon, il faut rester engagé, d'une forme ou d'une autre, en écrivant, en commentant, en publiant des tribunes sur l'Ukraine, sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'Europe. Après, il y a les circonstances. Bien sûr, les circonstances, on va les chercher. Il faut être lucide. Il faut être lucide sur soi-même, pas sur la situation non plus, d'être en situation. Mais, moi, je suis convaincu que le temps vient, c'est là où on a besoin de Jean-Michel, que le temps vient d'hommes et de femmes solides. Solides. On ne gouverne pas un pays tout seul. On a besoin de solidité politique et intellectuelle, de défendre des valeurs. C'est ça aussi la politique. Ça n'est pas forcément un gage de réussite. En tout cas, elle est indispensable. Et donc, moi, je suis toujours prêt à participer au débat. Parfois, je l'ai fait, avec Jean-Michel, on l'a fait il y a un an. On n'a pas été aidé, comme dit l'autre. Bon, on s'y est mis tout seul peut-être, mais bon, il faut être là dans ce débat. Évidemment, on est toujours tenté par Venise, pour ce qui me concerne, par Milan. Mais si je suis de nouveau en France depuis 2 ans, si j'écris, si je participe, malgré parfois les sarcasmes ou les moqueries, c'est parce que on ne peut pas abandonner ce pays. D'abord parce que je l'aime, d'abord parce que c'est grâce à lui où je suis, et parce qu'il y a trop d'enjeux et trop de dangers, trop de fragilité pour pas qu'on se batte pour lui. Et alors, le fatalisme, je ne le supporte pas, notamment celui des élites. De toute façon, tu voteras qui, Mélenchon, ou peut-être Ruffin, ou Le Pen, ou Bardella, non, je refuse ce double choix. Et donc, l'action politique qui nous reste à mener dans les 4 ans qui viennent, c'est pas empêcher uniquement ce choix, c'est le contre, c'est proposer une espérance au pays et de le remobiliser. S'il y a intellectuellement et politiquement, il n'y a pas besoin d'être candidat à quelque chose.
Mais s'il faut faire quelque chose, et vous, c'est ce que vous faites dans ce laboratoire, c'est ça, c'est de nourrir les idées pour provoquer le sursaut. Merci. Militaire comme secondaire lui paraissait erroné, puisque tout simplement, dans ce courage-là, ce courage individuel-là, mais qui est aussi un courage collectif, il y a évidemment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'on met sa vie en jeu. On met sa vie sur la table parce qu'il y a quelque chose qui nous paraît plus important que notre vie, et par exemple notre pays, par exemple la liberté. Et cette question-là, à mon avis, est absolument essentielle. C'est pourquoi c'est important de réfléchir à la République au travers de la question du courage. C'est pourquoi sommes-nous prêts à donner nos vies? Pourquoi, qu'est-ce que nous considérons comme supérieur à nos vies individuelles? C'est pas une question abstraite, c'est pas une question purement philosophique. Quand il y a eu la crise sanitaire, c'était une question extrêmement concrète. Est-ce que, et qui, par exemple, à mon avis, était structurant dans les débats qui pouvaient exister même entre médecins, entre par exemple certains épidémiologistes et certains spécialistes de la santé publique. Pas rentrer dans tous les détails de ce que cela signifie. Mais le courage interroge les questions de la vie et de ce que nous considérons comme supérieur finalement à nos existences individuelles. Et l'engagement politique de Manuel Valls, ce qu'il a dit à l'instant aussi sur l'importance qu'il y avait à s'engager, c'est aussi ça, c'est-à-dire tout ce qui nous dépasse, qui nous permet de jouer le collectif et d'aller vers l'essentiel. Moi, je suis aussi admiratif de son courage à lui, et pas seulement du fait qu'il est capable de voir le courage des autres. Toujours un peu triste quand, mais c'est sans doute aussi le corollaire du courage de se faire accuser du contraire de ce que l'on est. Quelqu'un qui est capable de se présenter à Barcelone, moi j'admire. Et quand je vois des critiques de cela, je me dis, mais lequel d'entre vous est capable de se présenter à Barcelone? Vous êtes capable d'être candidat à la mairie de Shanghai, vous êtes capable de... c'est le scoop de ce soir. Donc c'est le renversement des valeurs. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'être un Européen de ce type, qui est capable, qui a aussi les capacités pour le faire, est au contraire quelqu'un d'extraordinaire dans le paysage politique. Et il est frappant de voir que lorsqu'il y a cela qui se manifeste, c'est-à-dire le courage et la compétence, alors il y a encore plus de réactions contre cela de la part de ceux qui n'aiment pas beaucoup la République et qui n'aiment pas beaucoup la démocratie. Et donc c'est évidemment une raison supplémentaire pour considérer Manuel Valls comme un pilier du laboratoire de la République, en tout cas quelqu'un qui l'incarne très bien. On était très heureux de l'accueillir ce soir. Merci encore une fois à Marie et à Brice pour le travail qui est accompli. Et merci à vous tous d'être fidèles au rendez-vous. Merci donc Manuel pour ce livre et pour tout ce que tu fais. Merci.